Bon, salut Laurent, bienvenue dans, Bonjour Quentin. bienvenue dans l'émission Le Monde Libre pour les nuls, le deuxième opus. Aujourd'hui, je te propose plusieurs sujets. Parler à celui de la discrimination qu'on va voir tout de suite avec ton ami Piketty, que tu aimes fort dans ton cœur. Ah oui, un de mes préférés, lui. D'autres, notamment un économiste, David Cagliara, qui est assez populaire, qui parle Ok. beaucoup de néolibéralisme. Et je voudrais un peu débunker le truc parce que bon, néolibéralisme. Est-ce que tu as un sujet de préférence pour commencer ou n'importe lequel? Bah écoute, là, vu que tu es déjà calé sur la discrimination et que le titre est assez alléchant, peut-on Ouais. mettre fin à toutes les discriminations? Allons-y. Ah oui, c'est un grand projet, hein. Tu m'étonnes. On va regarder les 3 premières minutes et j'ai mis le titre, c'est discrimination égale pas bien. Ah, ça, oui. Rien qu'à la musique, on sent qu'il se passe des choses graves. Ouais, c'est la musique d'enquête, ça. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Rouler sur Paris, bloquer la capitale avant d'envahir Bruxelles, c'est l'objectif annoncé de ce qu'on appelle le convoi de la liberté. Une mobilisation hétéroclite inspirée du mouvement canadien qui paralyse Ottawa depuis plusieurs semaines et où se mélangent revendications sur la liberté vaccinale et sur le pouvoir d'achat. Ce mouvement peut-il s'installer en France à 2 mois de la présidentielle? Nous en débattrons dans la deuxième partie. Mais d'abord une question, comment sortir de l'impasse identitaire du moment? Comment faire concrètement pour que le vivre ensemble ne soit pas seulement un slogan? Eh bien en mesurant le racisme et les discriminations, répond notre invité, l'économiste Thomas Piketty dans son dernier livre. Nous allons en débattre avec lui et avec la défenseure des droits, Claire Hédon, qui est aussi avec nous sur ce plateau. C'est ce soir, c'est parti. Si tu veux que je fasse pause à un moment, tu me dis, hein. Pas de Ouais, bien souci. sûr. Bonsoir ma chère Laura Adler. Bonsoir mon cher Karim. Et bonsoir Camille Diao, on adore ce wax. Bonsoir Karim, avec Laure. merci. Vraiment, Merci. bravo et merci. Bonsoir Thomas Piketty. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sûrement l'économiste français le plus connu dans le monde pour vos travaux sur les inégalités. Alors c'est vrai qu'on est habitué à lire vos livres qui sont des pavés d'environ 1000 pages ou parfois de plus de 1000 pages. Et là, vous publiez un petit livre au Seuil, dans la collection Libelle, mais qui pose une grande question. Comment lutter contre le racisme si on n'arrive même pas à le mesurer? Vous l'écrivez dans ce livre. Ce petit livre n'a qu'une seule ambition, montrer qu'il est possible de débattre concrètement de la meilleure façon de lutter contre les discriminations et de permettre le vivre ensemble. Défendre les victimes de racisme et de discrimination, ça fait partie de votre mission à vous, Claire Hédon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la défenseure des droits et vous avez lancé il y a 1 an, à la demande du président de la République, d'ailleurs, une nouvelle plateforme, antidiscrimination.fr, une plateforme et un numéro, le 3928, qui va s'afficher, je crois, et qui recense et accompagne les victimes de discrimination, que ce soit des discriminations au travail ou dans la recherche d'un logement, par exemple. Alors, quel bilan tirer 1 an plus tard? On va en parler tout à l'heure, mais juste une donnée pour se faire une petite idée. La plateforme, donc c'est-à-dire chat plus appel, a été sollicitée par environ 14 000 personnes depuis 1 an. Thomas Piketty, je me tourne vers vous. Question assez simple pour commencer. Est-ce que ce livre, ce texte qui est ici, c'est une réponse, pour faire simple, à des gens comme Éric Zemmour ou à ceux que vous appelez parfois les semeurs de haine, parfois les semeurs de fiel dans ce livre? Oui, c'est vrai que ces 6 derniers mois où Ou est-ce que les libertariens sont des semeurs de haine, du coup, vu qu'on est pour la discrimination? C'est pas qu'on est pour la discrimination, c'est qu'on est contre l'interdiction, ce qu'ils essaient de faire, d'empêcher les discriminations. Parce que la liberté d'association que l'on prône, implicitement, son revers, c'est qu'on est libre de discriminer qui on veut, comme on veut. Et par discriminer, on entend seulement faire le choix de ces libres associations. Ça ne veut pas dire attaquer les gens qui ne nous plaisent pas, bien sûr, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc le racisme, aussi détestable soit-il d'un point de vue moral et aussi rédhibitoire soit-il d'un point de vue social, moi je trouve que c'est quelque chose de répugnant et de stupide, le racisme, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un crime, c'est une opinion dégueulasse, on peut en dire ce qu'on veut, il y a des gens qui sont racistes, d'autres pas, mais tant qu'il n'y a pas de crime, c'est-à-dire d'agression commise sur des gens physiques, hein, moi l'exemple que
que je prends tout le temps, c'est le commerçant qui mettrait une pancarte sur sa devanture, interdit, je ne sais pas, au noir, par exemple. Ouais. Et ben, cette personne-là ferait preuve d'un racisme de base. Avéré, ouais. Euh, elle subirait les quolibets sociaux, la perte de réputation qui va avec ce genre d'opinion. Mais en aucun cas, ça ne justifie de lui envoyer la police pour l'obliger à enlever sa pancarte et à accepter les Noirs chez lui, quoi. Ouais, l'argument qui est souvent, c'est pour le vivre ensemble, il faut ne pas discriminer et accepter tout le monde. C'est C'est un peu exactement cette l'inverse, idée-là, en quoi. fait. En fait, tout ce que dit Piketty et tout ce que disent les gens qui sont sur ce plateau, dont j'ai pas encore entendu les paroles, mais je sais d'avance la teneur de leur discours, parce que c'est le discours ambiant général, tout ce qu'ils disent, il faut le prendre à l'envers. Et là, tu as quelque chose de rationnel. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre fin aux discriminations pour justement vivre ensemble de manière Ça. civilisée. Il faut au contraire autoriser toutes les discriminations. Et ainsi se formeront des associations, des interactions et des échanges entre personnes volontaires et qui seront libres de choisir avec qui elles interagissent. L'exemple le plus primitif, ou le plus simple plutôt, c'est le mariage. Quand on se marie avec quelqu'un ou quand on se met en couple avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a discriminé tout le reste de la population. Et là, ça pose de problème à personne. Quand on monte un groupe de rock ou c'est ce qu'on que je monte dis une tout le équipe temps, de moi. foot, on choisit ses joueurs dans le groupe de Les rock. amis, c'est pareil aussi, hein, les Voilà. potes, les amis, les relations du quotidien. On fait ça tout le temps, en fait. Exactement. Notre vie est basée sur des choix. Et choisir, ça veut dire éliminer ce qui nous convient moins et choisir ce qui nous convient le plus. Alors que certains de ces choix déplaisent à d'autres, je le comprends bien, hein, on n'a pas tous Ah les oui, mêmes goûts, moi le et premier. encore heureux. Mais ce qu'il faut faire, c'est favoriser les discriminations et pas les interdire. Et l'argument qui est aussi souvent dit par rapport à ça, c'est en gros, c'est de dire que si on autorise les idées à se mettre en place et à être un petit peu factualisées dans le sens où on a le droit de mettre une pancarte pour interdire les Noirs de venir chez nous, bah ensuite ça va créer de la haine, donc du coup de la violence. Il y a ce Oui, lien qui est fait souvent entre les deux. mais je suis sûr qu'en plus, c'est un lien qui est raisonnable d'établir. Si on provoque les gens avec des pancartes interdites aux Noirs sur l'entrée d'un restaurant, c'est clair que ça ne va pas faire plaisir ni aux Noirs, ni aux gens qui ont à cœur. D'ailleurs, comme toi et moi, je suppose, le fait que le racisme, c'est quelque chose de stupide et d'idiot, et surtout de dégueulasse. Mais, comme je disais tout à l'heure, ça ne justifie pas qu'on force cette personne à accepter. En revanche, ce qu'on peut faire pour l'empêcher d'aller dans ce sens-là, ou disons pour contrecarrer son projet, c'est justement de parler de lui en public, dans les journaux, dans les médias, sur Internet, pour dire, regardez, ce commerçant, c'est un abruti, n'allez pas chez lui, et organiser un boycott. Et que ça alimente de la haine, je le comprends tout à fait, mais ce qui compte, c'est le droit de chacun de faire ce qu'il veut sans empiéter sur le territoire de l'autre. Et donc, si cette haine provoque un crime, alors il faudra juger le crime, il faudra juger le criminel, il faudra résoudre ce conflit-là, mais c'est tout. Faut pas faire du minority report, quoi, de prévoir à l'avance qu'un crime va se passer et interdire justement en amont. Ouais. Parce que le rôle de la justice, c'est de rétablir la propriété et le droit de chacun lors d'un conflit. C'est-à-dire que les motivations du conflit n'importent pas. Sur le plan moral, elles importent. Sur ce qu'on va faire après, d'un point de vue social avec cette personne-là, est-ce qu'on va l'ostraciser, est-ce qu'on va pourrir sa réputation. Donc pour ça importe. Mais d'un point de vue juste du droit, on ne peut pas justifier, on ne peut pas utiliser, les motivations du crime. L'intention, oui. Voilà, l'intention ne compte pas en matière de droit. Si je te vole ta télé ou si je te brûle ta maison, eh ben, je te dois une télé ou une maison, peu importe que je l'ai fait parce que je te hais, ou parce que c'est un accident, ou parce que je veux récupérer des biens pour moi pour te les voler. Tu sais, que la motivation soit raciste, économique ou quel que soit l'autre. On s'en fout, ouais, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet du droit. C'est pas le sujet du droit, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est le sujet de l'éthique, de la morale, mais pas du droit du tout. Et quand on parle de droit, bien sûr, là, on va préciser pour les auditeurs qu'on parle de droit naturel et pas de droit législatif, de législation et de droit positif. Hein. Le droit, c'est toujours le droit naturel.
propriété de soi et de ses extensions matérielles, quoi. Exactement. Je mets la suite pour écouter la belle voix de Piketty. Oh, il est tellement suave. On a sans cesse entendu parler de grands remplacements, C'est vrai qu'elle est de suave en toute plus. cette hystérie droitière, identitaire, pour moi, comme pour beaucoup de citoyens, était vraiment insupportable, douloureuse. Et je pense qu'il est temps, là, dans cette campagne politique qui commence, qu'on parle enfin d'autres sujets, qu'on parle de justice, qu'on parle de lutte contre les discriminations, parce que je pense que finalement c'est ça le plus triste dans cette hystérie identitaire qui a saisi le pays et qui est exploité par tous ces nouveaux tribuns de droite, d'extrême droite, qui sont tous en concurrent les uns avec les autres pour semer leur haine, c'est qu'on ne parle pas concrètement de tout ce qu'il faudrait faire, que fait le défenseur des droits, mais qui n'a pas toujours les moyens pour aller plus loin. Donc moi, je prétends pas dans ce petit livre apporter des solutions miracles, certainement pas, mais j'essaye de lister les choses qui, pour l'instant, ne sont pas faites et qui font qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce que pourrait être une vraie politique antidiscriminatoire, donnant à chacun les chances d'accéder au logement. On a tout entendu. Ouais. On pourrait écouter toute l'émission, ça ne changerait rien du tout à ce qui va être dit après, je suppose. Là, tout ce qu'il dit là, c'est évidemment de la bouillie. La politique, ça ne devrait déjà pas exister. Bon, après, ça, c'est encore une autre question. Mais même si on était partisan d'un État minimal, minarchiste, etc., son seul rôle, ce serait justement de faire respecter la justice, c'est-à-dire le droit de chacun. Et toutes ces histoires de discrimination, ça ne rentre pas du tout là-dedans, donc c'est hors sujet, quoi. Après, il peut bien faire toutes les études qu'il veut pour mesurer le nombre de racistes en France ou ailleurs. Oui, j'ai compris. C'est sans intérêt, mais vraiment sans intérêt. Ça fait juste alimenter des émissions de télé, quoi. C'est pratique pour s'indigner, pour brandir des fanions, faire des manifs et puis tout ça, là, mais c'est juste du gaspillage de temps et de ressources, quoi. Après, j'avais un passage sur les impacts de la discrimination. En gros, le truc, c'était de dire Attends, on va mettre... Qu'on voudrait demander, c'est aussi l'état de dépendance des personnes. Parce que sur la question du handicap, c'est un autre point qui nous intéresserait à étudier en matière de discrimination. Donc oui, un observatoire est indispensable. Et si vous voulez bien, le troisième pied qu'il faudrait, c'est aussi des campagnes massives de communication sur ce que sont les discriminations. Pourquoi c'est délétère pour la cohésion sociale? Quel impact ça a sur les victimes de discrimination? Ce qu'on observe, nous, dans tous les baromètres qu'on peut faire, un impact évidemment sur le travail, mais sur la vie de famille, sur l'accès au logement, sur l'état de santé physique. Ça, c'est souvent l'argument que j'ai quand je fais des commentaires sur des vidéos YouTube, c'est que les libertariens n'ont pas de cœur du tout. J'ai l'impression que c'est des monstres, des démons qui s'en foutent de tout le monde, sans aucune empathie. Je sais pas si tu as vu le débat de même libertarien avec un streamer de YouTube. Non. Et à un moment, il parle de ça, et c'est vrai qu'on lui renvoie à son interlocuteur comme quoi il n'a pas d'empathie parce qu'il lui coupe tout le temps la parole. Et dans les commentaires, c'est un libertarien qui dit que la personne n'est pas empathique, c'est un comble, ça n'a aucun sens, alors qu'ils veulent faire mourir tout le monde par millions, enfin, ce genre de commentaires, quoi. Et c'est vrai que le côté, en gros, si on laisse la discrimination se faire pour des biens essentiels à la vie, comme le logement, la nourriture, enfin, ce genre de choses, en gros, on va faire mourir des gens, quoi. C'est l'idée qu'il y a derrière. Alors, j'aurais dû préparer l'URL pour la partager, là, mais premièrement, dans le sommaire de cette émission que tu diffuses, là, qu'on regarde ensemble, tout au début, ils ont parlé de mouvement de la liberté, de convoi de la liberté qui est arrivé au Canada l'année dernière. Donc, je suppose que c'est une émission d'il y a plus d'un an, ça. Ouais, je crois, ouais. C'est une émission de l'hiver 2022, puisqu'il parle du convoi de la liberté à Ottawa, où j'ai mis les pieds, justement, et c'était en février 2022. Oui, tu avais fait une vidéo même. Ouais. Et là, c'est marqué, là, 9 février 2022, tu vois. Je parle de ça par rapport à ce que dit cette brave dame, c'est que on connaît tous les effets du covidisme qui a eu lieu pendant 2-3 ans, là, c'est-à-dire des restrictions, des couvre-feux, des confinements, des permis assujettis à des piqûres, etc. Et si on veut parler de discrimination qui tue des gens, il y a eu 2 faits divers très récents, là, de cet été 2023, il y a quelques semaines, où 2 personnes au Canada sont décédées parce qu'elles n'ont pas eu le droit de se faire greffer des reins
pour l'une et un autre organe pour l'autre. Puisqu'au Canada, la santé, comme dans plein de pays, est complètement monopolisée par l'État, les décisions de greffe, de transplantation d'organes se font sur commission étatique, bureaucratique. Et ils avaient décidé que les gens qui ne sont pas vaccinés n'auraient pas droit à des transplantations, point barre. Et ces 2 personnes, maintenant, sont décédées. Ah oui, c'est dur. Alors qu'elles auraient pu très bien survivre. Et la cerise sur le gâteau par rapport à la deuxième de ces personnes, qui est un père de famille de 35 ans qui est mort il y a 3 semaines, laissant derrière lui 5 enfants. Ce monsieur-là, pendant qu'il était en train de mourir sur son lit à l'hôpital parce qu'on lui a refusé un rein pour cause de non-vaccination Covid, on lui a présenté un formulaire pour savoir s'il voulait bien donner ses organes. Ah d'accord. Tu comprends un peu l'ironie ou Ouais. le macabre, l'humour noir de la situation? Tu n'as pas le droit d'avoir une transplantation parce que tu n'es pas vacciné, mais en revanche, les organes, on veut bien les récupérer. Ça, c'est de la discrimination qui tue. Objectivement, ces personnes sont mortes à cause d'une discrimination du gouvernement. Et là, c'est plus que de la discrimination. Là, c'est pas juste une libre association qui serait mise en place. C'est un truc qui était imposé par l'État à coup de flingue. Vertical. Voilà. Quand je dis à coup de flingue, c'est que si les personnes étaient passées outre, si la transplantation avait quand même eu lieu, je ne sais pas, sur le marché noir ou quelque chose dans ce genre-là, la police aurait ouvert une enquête et puis voilà, les personnes seraient allées en prison. Enfin, il y aurait eu des rétorsions physiques. Donc, c'est plus la discrimination simplement morale, là, c'est de la discrimination vraiment comme de l'apartheid, quoi. Après, on pourrait dire que aussi ça, c'est une défaillance de l'État et c'est pas la peine de mettre en opposition ces phénomènes-là avec le phénomène dans un monde libertarien où il y aurait des discriminations et du coup des conséquences à celles-ci. Pourquoi opposer forcément les deux? Alors, dans un monde libertarien, c'est-à-dire dans un monde civilisé, les discriminations qui seraient celles qu'on a discutées en début de conversation, c'est-à-dire la libre association entre personnes de bonne volonté, si elles conduisent à des effets négatifs, on ne peut pas prévoir lesquels, mais ce ne seront pas des injustices en termes de violation du droit. Et deuxièmement, dans un monde de ce type-là, où il n'y aurait pas un État omniprésent qui régirait tous les aspects de la vie, il n'y aurait pas de conséquences aussi dramatiques que ce que prétendent ces gens-là de la télé française, dans le sens où le marché finit toujours par répondre aux besoins des gens. C'est-à-dire que si on prend l'exemple qu'on vit actuellement de la nourriture, tu as des restaurants 5 étoiles pour les gens riches, et tu as des McDo ou des trucs pas chers pour les gens qui ne sont pas riches ou qui sont pauvres. Donc le marché s'adapte à la clientèle. Et il n'y aurait pas de problème d'emploi, de logement ou de santé dans un monde libre parce qu'il n'y aurait personne pour empêcher personne de faire affaire avec tout le monde. Donc les problèmes qu'on a actuellement au niveau discrimination, c'est-à-dire des gens qui ne trouvent forcément pas d'emploi ou de logement, parce que des vilains employeurs ou des vilains propriétaires ont des préjugés, que ce soit du racisme ou autre chose, c'est uniquement dû à l'État. Je ne parle pas des sentiments de ses propriétaires ou de ses employeurs, je parle du fait qu'il y a une pénurie de logements ou d'emplois qui est organisée par l'État par le biais du Code du travail d'un côté ou du Code du logement ou des législations et des permis de construire, etc. Ouais, toutes les normes, quoi, tout ce qui est norme. Tout ce qui est normalisé par l'État conduit bureaucratiquement à des pénuries, des files d'attente et des prix qui montent et de la qualité qui descend. Et là, effectivement, dans un contexte où l'État a détruit le marché et il a organisé de toutes pièces, par exemple, une pénurie de logements, si tu as un propriétaire qui est un peu raciste ou carrément raciste et qui voit arriver 10 personnes pour louer son appart, et dans les 10 personnes, il y a 5 blancs et 5 noirs, d'office, il va éliminer les noirs. Parce qu'il ne les aime pas. Et puis parmi les blancs, il va prendre ceux qui correspondent le mieux à ses critères personnels. Oui, à la tête, quoi. Et à la tête du client ou à la tête surtout de son compte en banque et de son emploi, ce genre de trucs, quoi. Ouais. Donc les gens qui subissent le contre-coup physique, c'est-à-dire économique, et puis en termes de finances, d'emploi, de ce que tu veux, dans notre société actuelle, ne peuvent blâmer que l'existence d'un État socialiste. Et pour finir, je dirais même que dans un pays qui serait libre, même dans un pays comme le nôtre qui n'est pas libre, si quelqu'un qui a 2 candidats en face de lui, un blanc et un noir par exemple, et le type, l'employeur, est raciste,
il a en face de lui un blanc. Alors évidemment, là, je prends le préjugé que l'employeur est un blanc, parce qu'on sait bien que les racistes sont forcément blancs. Ah oui, Donc, dans mon on le exemple, sait. tu as un employeur blanc raciste qui n'aime pas les noirs. Il a un candidat qui veut, pour un poste qui veut embaucher, qui est blanc, mais qui est d'un profil assez médiocre. Et il a un candidat noir qui est excellent, Mhm. mais il est raciste. Donc, il ne va pas prendre quand même le bon candidat noir, Ah, il va il va prendre le être idiot, mauvais quoi. candidat blanc. Et ben, il va payer le prix de sa bêtise. Ouais, il va être irrationnel un peu, quoi. Il va être irrationnel, mais surtout d'un point de vue économique, vu qu'il a pris le moins bon des deux candidats, il va avoir un moins bon rendement dans son entreprise et il Mhm. va gagner moins d'argent ou voire même en perdre par rapport à la Potentiellement situation faire où il aurait faillite embauché si. l'autre gars, quoi. Ouais. Donc, en plus, là, la justice est rétablie même sur le plan moral, on pourrait dire, c'est-à-dire que la morale est même satisfaite dans le sens où le Ouais, je vois. raciste paye le prix de sa connerie. Ouais, Donc, ok. je ne vois pas de quoi il se plaigne. C'est Ah, comme mais un ça, commerçant qui refuse la moitié de la population parce qu'elle est noire dans son commerce, même s'il ne subit pas de contre-coup par le biais des médias et d'un ostracisme social, il va quand même mécaniquement perdre la moitié de la clientèle potentielle. ah oui, Donc il son peut, chiffre ouais. d'affaires va peut-être baisser, il va faire faillite, je ne sais pas. Tu sais. Donc il va payer Ouais, pour sa connerie. c'est vrai. Donc il faut C'est vrai, mais laisser faire. ça, je trouve que ce que tu dis, ça demande quand même pas mal de compréhension de ce qu'est vraiment l'économie. Et actuellement, c'est pas du tout un raisonnement qui est permis et possible par ce à quoi on est habitué dans les médias, hein, ni dans les facs d'université économique d'ailleurs. Bah, tous les gens que tu nous montres dans cette émission, il n'y en a aucun là-dedans qui est économiste et qui comprend quoi que ce soit à l'économie. Piketty le premier. Ouais, Piketty, je c'est un sais. genre d'abruti qui aligne des chiffres et qui essaie de faire des dessins avec, mais il comprend strictement rien aux mécanismes fondamentaux de l'économie et aux lois de l'économie. C'est juste un bouffon, quoi. Ça, j'aurais du mal à expliquer à quelqu'un. En vrai, je comprends ce que tu veux dire et j'ai déjà lu des bouquins, enfin, qui en parlent et j'étais en adéquation avec ce qui était dit, autant intellectuellement que émotionnellement. Mais c'est vrai qu'à expliquer, je trouve ça pas forcément aisé parce que là, tu as pas vraiment, tu as démontré en partie, mais par exemple sur le côté santé, le fait de laisser les gens dans la pauvreté, il y a une croyance que le marché va y répondre. Oui. Mais essayer de faire une démonstration assez simple et assez synthétique de comment le marché va y répondre. Pas à tout le monde, mais on va dire globalement, ça, je sais pas comment faire. Eh ben, tu peux prendre une analogie avec la prison. La prison, c'est l'univers social le plus contrôlé de tous. Mmh. Les gens sont en permanence scrutés, ils sont enfermés. Enfin, j'ai pas besoin de faire un schéma. La prison, c'est un univers hyper contrôlé. Et ben, même en prison, il y a du marché noir. Et évidemment, si tu veux acheter un téléphone ou des trucs comme ça, bon, j'ai jamais été en prison, mais je me doute que c'est extrêmement cher. Ouais. N'empêche que le marché pénètre quand même la prison. C'est-à-dire que même au sein de ces micro-sociétés ultra contrôlées, le marché arrive à ses fins. Ça veut dire que si Le on marché, étend... c'est les gens qui échangent entre eux, hein, ça aussi, Bah, moi, parce quand que je dis le marché, c'est les ouais, échanges parce entre que personnes ouais, ouais. volontaires. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Et puis, c'est-à-dire que si on prend un exemple très concret en prison, quelqu'un qui veut, je sais pas moi, acquérir un objet comme un téléphone, par exemple, qui est interdit de posséder en prison, il Mmh. va soudoyer un gardien ou je sais pas. Enfin, il y a quelqu'un qui va se débrouiller pour. Il va payer quelqu'un de l'extérieur de la prison, de sa famille, va donner, je sais pas moi, 5 000 € à un gardien. Je dis n'importe quoi là. Et puis, bref, à un moment donné, il va y avoir une connexion entre un vendeur et un acheteur. Je Mmh. dis ça comme exemple un peu Ouais, caricatural bateau, mais pour montrer que dans la vie et dans la vie de tous les jours, si le marché est capable de pénétrer une prison, dans la vie de tous les jours, il y aura forcément une réponse aux besoins. Comme je disais il y a 2 minutes, il y a des restaurants pour riches et des restaurants pour pauvres. Tout le monde a besoin de manger et tout le monde a une offre. Il y a des supermarchés, des discounts et des Lidl et puis des Aldi. Et d'autre côté, tu as des épiceries fines où ça coûte 50 $, la pomme, quoi. Enfin, le marché répond. Si ces il gens étaient répond pas à sérieux, tous les besoins non plus, parce qu'il y aura ah forcément si, des gens qui seront laissés de côté. non. Pourquoi Ceux qui justement? ont très peu d'argent, voire les clodos, par exemple, les SDF. Oui, mais il faut se poser la question pour ce genre de personnes, est-ce qu'il y en aurait autant et est-ce qu'ils seraient autant dans la misère dans une société libre? Bah ouais, moins normé, c'est vrai que ouais, ça, ouais, je suis Parce que là, il y d'accord. a des gens qui se retrouvent dans la misère parce que bah, Il y a plein de justement, normes le et marché du tout. travail étant détruit par le gouvernement avec ses législations de salaire minimum et Mmh. compagnie, ils trouvent rien et ils se retrouvent à la rue. Mais c'est C'est vrai pas, que c'est ça n'a rien à voir compliqué. avec ça n'a rien à voir avec le marché, ça a tout à voir avec le socialisme. Ouais, ça a à voir avec la politisation de la société, quoi, tout simplement. Exactement.
dès que tu perturbes le marché avec des législations, tu vas forcément nuire à des personnes, c'est-à-dire empiéter sur leur liberté. propriété, leur vie, etc. Donc, il y a des gens qui vont en souffrir et d'autres qui vont gagner, mais ce n'est pas la faute du marché, c'est la faute de la législation. Le salaire minimum, par exemple, s'il n'existait pas, et s'il n'y avait pas toutes les contraintes qui existent en termes de licenciement, etc., dans le droit du travail, il n'y aurait pas autant de chômeurs, il n'y aurait pas autant de faillites, il n'y aurait pas tout ça. Il y aurait des gens dans la misère, Ouais. effectivement. Mais Et ces eux, gens-là, on va ce qu'ils toujours disent, les c'est aider avec que de la charité, des choses comme ça. ouais, c'est vrai que la charité, il y en a qui détestent ce mot, c'est un petit peu la main tendue à celui qui est plus bas que soi, etc. Il y en a qui n'aiment pas Oui, ce mot, qui mais voudraient que. Par c'est sûr que exemple, il y a. c'est beaucoup plus noble le vol à main armée pour aider les autres avec l'argent des autres. Ça, c'est clair que Non, mais moralement, c'est bien supérieur. Ouais. c'est ce qu'il y en a qui appellent le salaire communiste, en fait, c'est de n'être pas payé pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. C'est un peu le système que je joue. Donc, en gros, c'est de verser un salaire à tout le monde. Mais ça, en fait, je trouve que c'est, encore une fois, ça demande une vision de l'économie qui est très naïve. Et c'est vrai que l'expliquer que c'est pas comme ça que ça marche l'économie, c'est assez difficile, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est difficile à le faire comprendre. Bah, c'est pas de l'économie pour commencer, c'est juste un Oui, mais vœu pieux, c'est un fantasme. je sais bien, je suis d'accord. Parce Mais que si on veut réfléchir à ça, il suffit de remonter dans le temps. Hein. L'État qu'on connaît actuellement, le socialisme, c'est des choses qui existent depuis quoi? Quelques siècles, quelques millénaires. Avant ça, les gens, comment ils faisaient quand ils naissaient il y a 10 000 ans? Ils étaient dans une tribu, ils étaient dans une petite société qui n'avait pas cet appareil autour d'eux, là, l'espèce de croûte qui, soi-disant, censé les protéger. Ils se débrouillaient quand même et ils étaient aussi sujets aux lois de l'économie. Donc, et je suppose, vu qu'on existe encore et que l'espèce humaine ne s'est pas éteinte, qu'il y a, même s'il y a des criminels et des gens peu fiables parmi nous, il y en a quand même un peu plus qui sont prêts à aider les autres et puis à faire un effort pour le collectif, etc., sans qu'on les force. Sinon, ça ferait longtemps que l'espèce humaine se serait ah oui, éteinte. c'est sûr. Donc une prise de risque. On n'est pas que violent et agressif et égocentrique. Ben voilà. Et j'ai écouté un stream il n'y a pas longtemps, là, juste avant qu'on parle, sur des gens très socialistes. Et il disait qu'il partait du postulat du postulat de l'observation empirique que l'humain était fondamentalement égoïste et que c'est pour ça qu'il fallait du socialisme, pour contrôler cet égoïsme. Alors ça veut dire quoi? Que les socialistes, eux, ne sont pas égoïstes et qu'ils vont expliquer aux autres comment ça marche? Bah, c'est l'État qui va régler le problème. Ouais. Donc en fait, l'être humain est un être bête, méchant et égoïste. Ça, c'est en gros le portrait qu'on en fait. Donc la meilleure solution, la meilleure de toutes, la seule viable, c'est de mettre des êtres humains bêtes, méchants et égoïstes au sommet de tous les autres, C'est ça. leur donner le pouvoir absolu, et comme ça, on va être sauvé. Moi, je trouve que c'est une bonne Et il idée. y aura des contrôles de contrôle, Ouais, par des gens qui ne sont, eux, par magie, pas bêtes, méchants et égoïstes. C'est vrai. Ils Bah, n'auront on le pas voit bien d'intérêt personnel. On le voit Je bien en comprends. France avec le Conseil constitutionnel, en fait, qui est en fait à côté de Macron, quoi, qui n'est pas du tout un pouvoir opposé à Macron, qui n'est pas là pour contrecarrer sa puissance et la puissance de la Ve République et du président de la République. C'est vraiment un pouvoir à côté qui permet de légitimer le pouvoir de Macron. Et c'est même pas un pouvoir, ils sont payés par eux. Le pouvoir, c'est celui qui paye les Oui, flics. oui, Hein. oui. Ça s'arrête là. Le pouvoir, c'est la personne qui a le chéquier pour le donner à l'armée et à la police. Parce que sans l'armée et la police, il n'y a pas de pouvoir. Parce que le Je pouvoir, ça parlais se de pouvoir résume d'influence. simplement à une opération de militaire. Hein. Ouais. Donc après ça, qu'on parle du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, ou de tous ces grands Ouais, c'est la machins là, même chose. qui produisent des rapports, il y a zéro pouvoir là-dedans. Il n'y a aucune division du pouvoir. On parle du judiciaire, du législatif et de l'exécutif. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est juste des mots pour alimenter la religion étatique, la vénération du pouvoir. Il n'y a qu'un pouvoir, c'est celui qui paye la police. C'est tout. Et les autres, s'ils veulent continuer à être payés, d'une manière ou d'une autre, ils vont faire ce qu'on leur dit parce que sinon, ça ne marchera pas pour eux. Donc, ils vont soit, bon, les fonctionnaires ne sont pas virés, mais ils vont être mis au placard ou leur budget ne va pas augmenter. On va leur donner des sujets débiles ou pas intéressants à traiter, j'en sais rien. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens qui veulent faire un peu carrière et pas vivre comme des ronds de cuir qui foutent rien, ils vont être obligés d'obéir au pouvoir. Et c'est ce qu'on trouve au sommet de l'État, Cour des comptes et compagnie. Ouais, Ce sont des gens qui ont de l'ambition
politique ou simplement de l'ambition de carrière, même s'il vise après à se recycler dans le pseudo-privé, il faut qu'il fasse allégeance au pouvoir, sinon ils sont grillés. Ouais, bien sûr, hein, c'est toujours un système vassalique un peu. C'est féodal, quoi. Du coup, je te propose de changer de sujet, d'arrêter celui sur la discrimination. Et on va passer à la bourgeoisie qui nous manipule. Donc, je remets. Subvertit ses rapports de force. J'ai vu par exemple une illustration dans votre livre qui oppose la prise de risque du start-upper, donc une prise de risque que vous considérez comme chimérique parce qu'on le voit à son téléphone en train de contacter les membres de son réseau pour monter sa start-up, et quelque part la sécurité du livreur à vélo. Est-ce que tu peux expliciter ça un peu ? Oui, dans le livre, c'est vrai qu'en plus de traiter des mots, on traite des mythes. Et ça, c'est un mythe qui fonde le pouvoir de la bourgeoisie. C'est de dire la bourgeoisie, le patronat, particulièrement dans le monde du travail, prend des risques à l'opposé des salariés qui, eux, sont dans la sécurité, dans la routine, etc. Tout ça, c'est... Bon, le livreur à vélo, en général, c'est pas vraiment un salarié, c'est un travailleur ubérisé. Exactement. Oui, ce sont des gens à qui on a enseigné, on essaie d'en faire des micro-patrons en leur disant, vous voyez, la bonne façon de réussir dans notre société, c'est de prendre des risques, de s'en sortir par soi-même, etc., etc. Bon, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce discours de la prise de risque, c'est une inversion qui est assez scandaleuse, parce qu'en réalité, dans le monde du travail, ceux qui prennent les risques, ceux qui meurent au travail, ceux qui meurent d'accidents de travail, ceux qui ont des maladies professionnelles, ce sont les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, etc. Ce sont les travailleurs. Donc le risque... Ils prennent des risques tous les jours. Et ils prennent des risques sur leur vie. Exactement. Et le risque bourgeois, c'est quoi ? C'est quoi le risque du patron ? Et ce dont on s'est rendu compte, quand on regarde même les statistiques de qui sont les entrepreneurs, le nouveau mot aussi pour pas parler de patronat de nos jours, ce sont des gens qui avaient déjà du capital, qui avaient déjà un réseau et qui finalement ne font pas une prise de risque en lançant une entreprise. C'est vrai pour certaines très petites entreprises, mais la majorité des cas, celles dont on parle dans le Challenge, dans les Échos, etc. Voilà, ça, je t'ai mis un petit passage. Voilà, c'est Nicolas Framont, c'est un économiste qui écrit dans beaucoup de journaux à gauche et qui a sorti pas mal de livres, notamment sur la bourgeoisie, sur les maux de la bourgeoisie, dernièrement, il a sorti un livre sur le parasitisme de la bourgeoisie ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il a tendance souvent à opposer la bourgeoisie et les entrepreneurs avec les prolétaires et les travailleurs, et à dire que c'est surtout l'un qui pille le travail de l'autre, notamment avec la plus-value, enfin tout ce qu'il y a de connu dans le marxisme qu'on connaît bien. Et la bourgeoisie, pour lui, c'est le marxisme normal, enfin orthodoxe, c'est celui qui possède les moyens de production, donc il est aussi pour la déprivatisation, etc., de toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut en penser, nous, de ce côté-là? Du côté le travailleur, il prend autant de risques que l'entrepreneur, et à ce titre, il mérite un salaire en conséquence et qui serait au niveau presque de l'entrepreneur, quoi. Comme on a vu l'autre fois avec Frio, qui voulait égaliser les salaires et exproprier l'entrepreneur. Parce que finalement, il n'avait pas tant de mérite que ça, quoi. C'est de la bouillie de niveau CM1, et encore, je suis généreux, là. Ça part de tellement loin qu'on pourrait passer le reste de la journée à essayer de décortiquer chacune de ces phrases de primates. Il n'y a rien qui tient là-dedans, et en même temps, il a entièrement raison. Ah. C'est-à-dire que il a entièrement raison dans le fait que c'est vrai, je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui meurent dans les mines, dans les plongeurs de fond et tous les métiers dangereux, ceux qui font des trucs en altitude, tout ce que tu veux là, même les laveurs de carreaux de gratte-ciel. Je suis sûr qu'il y a plus de ces gens-là qui meurent de maladies et d'accidents que des patrons dans des bureaux. Bon, d'accord. Mais il n'y a aucun lien entre ce fait, qui est très probablement avéré, et le mérite ou le salaire. Parce que quand un patron embauche un employé, il n'y a aucune différence dans cette transaction-là entre toi et moi qui allons faire nos courses au supermarché ou qui allons au restaurant. C'est une transaction. Alors, dans la relation patron-employé, c'est certainement à plus long terme que dans la relation client-restaurateur. N'empêche que dans les deux cas, il y a des parties qui sont volontaires pour signer ce contrat-là et qui s'entendent sur les termes du contrat. Et la seule chose que doit l'une à l'autre de ces parties, c'est le contenu de ce contrat. Donc, si le travailleur estime que ce qu'on lui propose concernant la pénibilité de l'emploi qu'on lui propose, les risques de maladie et de mort qui sont inhérentes à cet emploi-là, et
les vacances, je sais pas moi, toutes les conditions de travail qui viennent avec. Si ça ne lui convient pas, il faut qu'il renégocie quelque chose qui lui convient mieux ou qu'il aille voir ailleurs. Ouais, bien sûr. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui prend tous les risques physiques pendant que l'autre reste dans son bureau bien au chaud que les deux devraient être payés de la même manière, parce que du moment que ça s'est basé sur une entente contractuelle, le cas est clos, c'est tout. Ouais, Je je sais sais, pas quoi dire d'autre. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai expliqué à un ami aussi. J'en suis arrivé au même point que tu viens d'arriver. C'est vrai que nous, on se base sur des principes. Donc, c'est vrai que c'est assez simple finalement. Mais c'est des principes qui, pour certaines personnes, sont des principes injustes parce qu'elles se basent sur une inégalité de base et qui se sert de cette inégalité, entre guillemets, enfin, qui permet de se servir de cette inégalité pour créer beaucoup d'injustices entre les individus. Tu vois, à ce Oui, côté-là, c'est toute la vidéo l'inégalité, avec Baskar, quoi. ouais, mais l'inégalité, je comprends tout à fait le terme, il est employé à juste titre, parce que personne n'est égal à qui que ce soit d'autre, même des jumeaux identiques ne sont pas égaux entre eux, Non. parce qu'ils sont pas la même personne. Mais bon, si on veut juste sortir de ces grandes notions très philosophiques et rentrer dans le bas du sujet comme ces gens-là, l'inégalité n'a rien d'immoral ni d'injuste. L'inégalité et injustice ne sont absolument pas synonymes. L'injustice, c'est la violation du droit. Si moi, je nais beau, intelligent et dans une famille riche, et que toi, tu nais infirme, malade dans une famille pauvre, c'est triste, c'est inégal, mais ce n'est pas injuste, parce que rien n'a été pris à l'autre. Donc, il n'y a rien à rétablir là-dedans. Il n'y a pas à prendre à l'un pour donner à l'autre. D'ailleurs, le sujet de ces histoires d'inégalité reste toujours au niveau matériel, mais imagine une société où on aurait finalement aplati tout le monde, comme en URSS, et que, à part. Imaginons même le fantasme ultime des communistes, il n'y a même plus d'État, justement. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus rien, tout le monde gagne la même chose. Je te garantis qu'ils vont encore trouver des inégalités après, parce qu'on aura réglé les inégalités matérielles, ils vont trouver des inégalités de statut, des inégalités intellectuelles, de talent, de séduction. Oui. Il y a un très bon roman qui s'appelle Harrison Bergeron, et on trouve un court-métrage qui s'appelle 2081, qui est tiré de cette nouvelle-là sur YouTube. Vous pouvez chercher ce Harrison Bergeron ou 2081, vous allez trouver ça, c'est très intéressant. C'est un petit film qui montre que dans une société dystopique où justement on ne veut que l'égalité absolue entre tout le monde, et ben les gens qui sont plus intelligents que la moyenne, on leur met des écouteurs sur les oreilles et toutes les minutes, il y a un grand bruit strident qui surgit pour les empêcher de réfléchir plus que les autres. Les gens qui sont trop beaux, on leur met un masque. Les gens qui sont trop agiles, on leur met des poids aux pieds. Et dans le film où la nouvelle commence avec un ballet qu'on voit avec un public, et le ballet, toutes les danseuses sont enchaînées, enfin elles ont des poids aux pieds et aux mains, ce qui fait qu'elles ne font que des mouvements complètement disgracieux, et comme je suppose qu'elles sont assez jolies, on leur a mis un voile sur la figure. Ah oui, d'accord, il a poussé la logique jusqu'au bout, lui. Mais si on parle d'égalité, il faut y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va tolérer qu'il y ait des gens qui mesurent 2 mètres et d'autres qui mesurent qu'1,50 m? C'est complètement inégal, il va falloir couper des jambes, là. Après, là, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont un QI de 170 et pas d'autres, quoi? Il va falloir rendre les gens stupides, parce qu'on ne peut pas monter le QI, mais on peut peut-être le baisser. Donc, en tout cas, c'est plus facile de le baisser que de le monter. Donc, je ne sais pas. Il n'y aura jamais de fin aux inégalités, jamais. Non, ça, j'en ai discuté avec un pote récemment et il m'a dit que c'était un sophisme de dire ça parce que c'est absolument pas ce que disent la majorité des communistes et des socialistes actuels. Eux, ce qu'ils veulent, c'est enlever justement tout ce qui est les besoins vitaux. Oui, mais c'est pas la taille, c'est pas la beauté, c'est pas le chant, c'est pas les compétences. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on aborde souvent ce sujet? Ok, une fois que ce sera réglé sur le plan matériel, on va s'attaquer au sujet plus personnel. C'est parce que actuellement, là, en 2023, quelqu'un qui est pauvre dans un pays occidental comme la France est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que quelqu'un d'il y a même 100 ans. C'est-à-dire que Rockefeller, il y a 100 ans, ou Napoléon, ou je ne sais pas qui on veut prendre. Mais il n'y a même pas besoin de voyager dans le temps. Actuellement, voyager juste géographiquement, ça suffit. Hein. D'accord, mais si on veut comparer de société à société, on va rester dans le même pays. Tu prends un Français de 2023, même un des plus pauvres du pays, a plus de richesse à sa disposition, et je ne parle pas de son compte en banque. Hein. La richesse, c'est avoir des capacités à faire des choses comme voyager, communiquer, se nourrir, etc.
Il y a quelqu'un d'il y a 100, 150 ans n'aurait même pas imaginé qu'on puisse atteindre ce niveau de luxe. Ça veut dire que le problème de l'égalité ou de l'inégalité, puis des besoins de base qui étaient soulevés par les socialistes du XIXe siècle a été résolu depuis bien longtemps. Et ça ne les empêche pas de continuer à hurler. Oui, je sais. Ouais, c'est ce que Donc j'ai c'est dit pour moi ça que je aussi. dis qu'il n'y aura Ça jamais de augmente, quoi. fin, parce que quoi qu'il arrive, ils vont toujours vouloir baisser le niveau de vie des gens les plus riches. Bah oui, parce qu'il faut bien redistribuer la richesse. Oui, mais ce que je viens de dire, c'est pour prouver que leur argument, entre guillemets, Ouais, bien de sûr. on s'occupe que des besoins de base, il est faux. C'est de la Bah, mauvaise il est foi. faux, il est vrai à un instant T, mais il est faux dans le futur, quoi. Ça va sans cesse augmenter. Mais eux, ils raisonnent avec leur temps. Donc forcément, ils pensent pas dans le futur. Mais si tu pousses la logique, et si tu regardes dans le passé d'ailleurs, ça suffit aussi, tu n'as même pas besoin de regarder dans le futur, bah, tu vois qu'en fait, ça fait que sans cesse augmenter, quoi. Par Ah oui, exemple, les besoins maintenant, c'est ne pas faire de zone blanche, que tout le monde ait Internet, que tout le monde ait électricité. voilà, Enfin, je veux dire, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc c'est pour ça. l'égalité, on peut aller très loin, quoi. On peut Bah, c'est augmenter ça. sans cesse. Après, sur le côté, je sais pas, faire que les hommes soient grands, petits, enfin tous de la même taille. Là, je pense pas que ça arrivera un jour. C'est presque impossible, je pense. C'est une dystopie, en tout cas. C'est pour mettre en relief la logique du système que veut instaurer le communisme et le socialisme, quoi. Et de toute façon, ces gens-là qui prônent cette égalité simplement matérielle des besoins de base, il faudrait qu'ils expliquent en quoi cette cause est plus justifiable, ou disons peut plus servir de justification à martyriser les autres que l'inégalité de talent ou de séduction. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Bah, Pourquoi est-ce ouais, que, bien sûr, pourquoi est-ce que séduction. vouloir absolument donner aux pauvres ce que possèdent les riches en termes de ressources matérielles, c'est quelque chose qui se justifie, tandis que vouloir rendre les gens peu séduisants, plus séduisants, ça ne se justifie pas. Il y a Bah, on rien peut dire là-dedans. que l'un dans un cas, tu meurs et dans l'autre, non. Bah, dans un cas, tu meurs. Bah non, je suis désolé. Si tu te reproduis pas, ta lignée disparaît. Oui, Enfin, tu non, mais sais, t'as aligné, mais ton corps à toi. mais pourquoi est-ce que ton corps à toi est une cause qui permet d'extraire des ressources d'autrui plus que ta lignée ou n'importe quelle Parce que autre, la parce que c'est patrie plus ou je sais pas grave. quel machin on pourrait invoquer, quoi. C'est vu comme plus grave. C'est perçu comme C'est plus vu grave. comme plus grave, c'est bien ça, c'est complètement subjectif, c'est un choix qu'ils font, c'est une posture qu'ils se donnent. D'ailleurs, ils n'y croient même pas, ces gens-là, parce que je suppose que ton ami qui t'a dit ça, lui, il ne doit pas être dans la misère la plus noire. Ça veut dire Non. qu'il possède des ressources en excédent du besoin vital, pourtant il ne les donne pas aux autres. Comment ça se fait? Oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est ce que je sais pas si je l'ai dit cet argument-là d'ailleurs, tiens, faudrait que j'y réfléchisse, Si mais ça en lui tout tient cas, il va tellement à l'entendre cœur, là, s'il va nous écouter, donc mais si ça lui tient tellement à cœur d'aider les gens dans la misère, je suis sûr que s'il se promène dans la rue, je ne sais pas où il habite, mais imaginons que ce soit à Paris, il y a plein de clodos partout et des gens qui sont dans la merde. Toi, tu ouais, possèdes un ordinateur, un téléphone, une voiture, je sais pas quoi, tu as une vie quand même un minimum confortable, tu n'as pas besoin de ça pour vivre, hein. Pour vivre, ouais, tu as juste ouais. besoin Mais de, ça, je sais pas, 2000 calories par jour, c'est tout. ça, on en revient toujours au même, c'est le côté. D'ailleurs, lui, on a discuté, et il disait que pour lui, l'impôt c'était du vol, il a accepté l'idée. Il a accepté, pour lui, il est minarchiste, enfin, c'est le truc qui lui ressemble le plus. En gros, la nécessité un petit peu d'un truc vertical, politique, qui vient chapeauter le tout et qui vient redistribuer les richesses pour qu'il y ait un taux de pauvreté le plus bas possible, on va dire, pour que Mhm. chacun ait ses besoins. Et c'est vrai que le côté, en fait, tu voles par procuration. Ah oui. L'État, c'est ça. Et je trouve ça assez lâche, en fait. Moi, rien que l'idée que j'ai eu cette idée avant, je me sens lâche, tu vois. Je me dis Mhm. autant que j'aille voler mon voisin directement. Mais voter pour un gouvernement, c'est le pire acte de lâcheté. D'ailleurs, j'ai une page web sur le site zérocratie.org où je liste 22 raisons pour lesquelles voter, c'est vraiment ignoble. Ah ouais, ok. Et une des raisons, c'est qu'effectivement, c'est lâche, c'est de la violence par procuration parce qu'on n'a pas les couilles de le faire soi-même. Ah bah voilà. Ouais, bah, Et tu je veux vois. dire, il y a des gens comme Murray Rothbard qui font cette comparaison entre le bandit de grand chemin et l'État, où il dit que ben, au moins, le bandit de grand chemin qui te dépouille, il prétend pas qu'il le fait pour t'aider, Mm. ni pour aider personne. Et en Ouais, plus, c'est une vrai. fois qu'il t'a piqué tes trucs, il te laisse tranquille. Alors que l'État, lui, en plus, il est hypocrite. Il s'aide lui-même en te faisant croire qu'il va t'aider toi. Et en Mm. plus, c'est à long terme, c'est pour toute ta vie, quoi. Ouais, et puis tu peux pas dire non, hein. C'est encore pire qu'un C'est très brigand de grand difficile, chemin, ouais. hein.
Parce qu'un brigand de grand chemin, encore, si tu as quelques compétences ou quelques chances, tu peux l'esquiver ou le tuer, mais l'État, bon, avec Non, toutes si tu ces commences à lutter tentacules. contre, tu as perdu d'avance. Moi, je pense que mon destin est un jour de périr dans une opposition quelconque à l'État pour un motif que je n'ai pas encore identifié, mais un motif futile en tout cas. Chacun a ses Ouais. limites. Hein. Ah ouais, bah, c'est sûr, au bout d'un moment, Et, ouais. quand on a vu ce qu'ils ont fait pendant le Covid, je veux dire, je ne sais pas là, si ça recommence, ce qui va pouvoir se passer en termes d'émeutes, de violence, etc. Quoi. Mais il est très possible que ça dégénère. Quoi. Parce que Ouais, les gens bah, les en ont un gens en petit ont peu marre. marre. Hein. Quoi. Mm. Ouais, puis ils ont compris qu'on leur mentait aussi. Hein. Je sais pas comment ça s'est passé, toi, au niveau de la communication, mais chez nous, c'était Bon, catastrophique. Hein. c'était un désastre complet. Et ce qui est terrible quand même, c'est que maintenant, on commence à revoir des gens qui portent des masques à vélo ou tout seul dans leur voiture. Tu sais. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Parlons Ouais. des bourgeois plutôt. Je vais vous présenter maintenant. D'abord, je te présente Kailash, je sais pas si tu le connais. Non. C'est un économiste aussi français qui parle beaucoup de libéralisme et de néolibéralisme. Il parle énormément de ça et il montre les défaillances du marché, les défaillances de l'économie orthodoxe, etc. Mais c'est vrai qu'il parle du libéralisme, mais c'est pas vraiment du libéralisme. Le néolibéralisme n'étant pas basé sur du libéralisme qui n'est pas ce qu'on dit qu'il est, c'est compliqué, tu vois, d'expliquer ce que c'est vraiment. Il faudrait revenir aux bases pour comprendre un peu ce qu'il dit. Enfin, pour comprendre que ce qu'il dit est faux, tout simplement. Mais je te propose déjà de voir sa définition du néolibéralisme, et il le fait sur un pilier, un système de marché, libre-échange, concurrence, ordre social et stabilité des prix. Ça, c'est les 4 piliers du néolibéralisme selon lui. Et on Je vais voit juste qu'il y faire a... une remarque. Ouais, C'est vas-y. qu'il met en haut des noms d'économistes, dont Friedrich Hayek et Milton Friedman, qui sont, je suppose, d'après lui, les pires représentants du néolibéralisme et du Hayek, libéralisme ouais, tout court. principalement. Hayek, il est Ouais. énormément cité dans les milieux gauchistes en tant que néolibéralisme. Donc effectivement, Hayek connaissait les principes de l'économie autrichienne et se revendiquait libéral, mais c'était un minarchiste, donc Ouais, c'est ça. il n'est pas allé au bout de sa réflexion, le petit monsieur là. Non. Ouais, mais il est coincé parce que c'est vrai que ça tourne en boucle. Hein. Moi, j'ai lu 2-3 de ses livres et j'ai l'impression qu'il tourne en boucle. Mais bon. Bah, écoutons ce qu'il dit. Ouais. Voilà, les conclusions que je retire de ce qu'est le néolibéralisme. Et je le définis dans ce petit schéma qui montre en fait ce que c'est, qu'est-ce qui doit déterminer l'action de l'État dans l'économie. Alors, j'ai représenté sous forme d'un temple parce que je cherchais un moyen graphique visuel, si vous voulez, de comprendre les choses importantes, les objectifs et les fondements. Alors, les objectifs, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'était dit explicitement lors du colloque Lippmann, c'est arriver sur un système de prix de marché en concurrence. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif. Alors, c'est pour ça que je parle de néo-manchesterisme, parce que c'est le même objectif que les manchestériens. Ils veulent une société organisée autour de prix de marché. Pourquoi c'est très important les prix de marché? Parce que c'est des prix qui émanent des gens, c'est-à-dire qui sont le produit des rapports de force dans la société entre l'offre et la demande. Mais c'est aussi très important d'avoir des prix de marché parce que les prix vont déterminer les comportements qu'on va avoir après. C'est-à-dire qu'en fait, les prix sont à la fois le produit des interactions sociales et en même temps, ils vont générer de nouvelles interactions sociales. Le principe, c'est simple. C'est simple. Quand vous avez un prix qui augmente, par exemple le prix de l'essence aujourd'hui, eh bien, les gens vont chercher à moins prendre leur voiture et à plus prendre les transports en commun. Et donc, l'idée derrière, c'est que si on a des prix de marché qui sont pertinents, alors les comportements qu'ils vont engendrer seront également pertinents. Le problème, c'est que les prix de marché n'arrivent pas spontanément sans intervention de l'État. C'est-à-dire que ce que les néolibéraux... Ah voilà, je voulais couper à ce moment-là, justement. Donc là, on voit que c'est pas du tout du libéralisme. En fait, il y a un amalgame qui est fait. J'ai du mal à comprendre. En même temps, historiquement, quand on voit que les libéraux, qu'on appelle les libéraux, justement, en fait, ils sont pour l'ordre politique. Donc, en fait, ils sont pas libéraux du tout. Mais déjà, c'est dommage. Il dit quelque chose après sur l'intervention de l'État, pourquoi est-ce que Ouais, les prix... c'est une conférence entière. Là, c'est la conclusion. Donc, ouais, tu veux que je laisse? Je sais pas, est-ce que tu peux nous résumer pourquoi il pense que les prix n'arrivent que grâce à l'État, ou je sais pas ce qu'il allait dire là. C'est pour dire qu'il y a une ajustement. C'est toujours où tu places la barre, en fait. Si ça n'arrive pas à cette barre-là,
enfin, au niveau que tu as dit que c'était bien qu'il arrive, le marché. Le prix? Ouais, le prix, l'offre, tout quoi. Et si ça correspond pas avec ce qui est marqué dans les calculs, en fait, bah, c'est pas bon. Donc du coup, l'État doit intervenir pour Mais réguler quel le marché. calcul, quelle est sa référence là de calcul, je sais pas quoi? En fait, si tu veux, c'est le baromètre. Si le politique a dit qu'il fallait arriver à temps pour les besoins, et du coup, si ça n'arrive pas à temps, bah, c'est pas bon. Ah oui, Par donc en exemple, fait, son histoire, elle a aucun sens, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison ça tourne en d'imposer. boucle. Ouais, ok. Alors déjà, première remarque, le néolibéralisme n'existe pas. J'invite tout le monde à aller lire un petit article sur le site Liberpedia qui s'appelle Néolibéralisme et qui explique justement toute la foutaise et tous les sophismes qui se cachent dans ce mot-là. En revanche, ce qu'a dit ce monsieur au début de ce qu'on a écouté, là, c'est très juste. C'est-à-dire que les prix sont censés représenter effectivement les choix libres effectués par les gens qui interagissent entre eux. Ça, c'est tout à fait le cas. Et effectivement, ce que tu as dit après, c'est vrai aussi, c'est qu'il est absolument impensable de perturber ces prix par des décisions arbitraires qui viennent de l'extérieur du marché, comme un politique, par exemple. Donc, le Mais par contre, libéralisme... il a dit pertinent, mais en fait, c'est pertinent pour la personne. Et ça, il l'a pas dit. Mais c'est toujours la personne. C'est un acte pertinent pour elle-même, son acte économique. Et lui, je pense pas qu'il emploie le mot pertinent de cette manière-là, tu vois. Ah d'accord. Parce que ce que je pense que ces genres de pertinent personnages... pour la vision politique, je pense que c'était comme ça qu'il l'utilisait, lui. Ouais, d'accord. Parce que ce que ce genre de personnage ne comprend pas ou a oublié, c'est que la valeur étant subjective, l'économie ne peut pas être sujette à de l'empirisme pour déterminer ce qui est bien ou mal, ce qui est préférable ou pas préférable pour l'ensemble de la société. Ça n'a pas de sens. En tout cas, un empirisme global, mais depuis l'individu, il peut lui-même en faire, quoi. Comme un entrepreneur, il fait de l'empirisme tous les jours pour agir. Même nous, Bien d'ailleurs, au sûr. quotidien. Non, ouais, quand je parle d'empirisme, c'est de prétendre faire de l'économie une science empirique. D'accord. L'entrepreneur a une activité plus, disons, on va dire scientiste, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il va se servir des informations qu'il a à sa disposition pour identifier des opportunités d'affaires, c'est-à-dire identifier des besoins non satisfaits sur lesquels il pourrait se positionner afin de profiter du besoin exprimé par les gens. Et typiquement, c'est quand un prix monte ou quand dans une industrie particulière, les profits augmentent, c'est-à-dire que le ratio coût-bénéfice, le rendement d'une entreprise augmente. Si dans l'économie, en moyenne, on va dire que c'est 5% et qu'il y a un secteur de l'économie où le rendement, c'est 10%, ça indique aux gens qui ont envie d'investir que ce serait plutôt là qu'il faut aller parce que les prix et les profits générés par cette activité en particulier expriment un besoin plus grand. Oui, c'est une information. Ouais. C'est une information. Le prix est une information. Autrement dit, si l'État intervient, il ruine l'information. Ouais. Et puis finalement, l'allocation des ressources ne se fait plus de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus aux besoins légitimes et individuels de la masse des gens. Parce que là, en fait, Kayla et tous les économistes que j'entends en général dans les médias, ils ont toujours la même vision dont en fait, il y a des besoins, il y a des plans, et si ces plans et ces besoins ne sont pas remplis, ça veut dire que le marché n'est pas efficient. Mais c'est eux qui ont mis la barre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours pareil, ils mettent une barre, ils mettent un chiffre, ils mettent un statistique, ils mettent je sais pas quoi. Et si ça n'atteint pas ce seuil, ça veut dire que c'est pas bon et que le marché est non efficient. Par exemple, je sais pas, s'il y a une pénurie de beurre à un moment, c'est la faute du marché. Donc il faut que l'État intervienne pour régler cette pénurie de beurre. Parce qu'ils ont mis un seuil comme quoi il fallait pas de pénurie de beurre pendant, je sais pas, 2 semaines. C'est pas bon, si c'est une semaine, ça va, mais si c'est 2 semaines, c'est trop. On peut s'entendre avec eux sur le fait que s'il y a une pénurie d'un truc que les gens veulent, c'est un problème. Mais la seule façon de résoudre le problème, c'est de laisser le marché faire et non pas d'essayer de faire intervenir de force des types avec des matraques, hein, parce que finalement, ça revient toujours à ça. Ils pointent le doigt sur le marché, ils pointent toujours le doigt pour dire que c'est la faute du marché. De toute façon, les pénuries et les excédents, le gaspillage et les pénuries, y compris la pollution, sont imputables à 100% à l'État. Hein. Ça, c'est même pas une opinion. Il suffit de voir ce qui se passe. D'ailleurs, en France, vous allez le subir bientôt, puisque votre ami Le Maire a décidé de bloquer les prix de 5000 produits dans les supermarchés. D'après ce que j'ai vu. C'est une information qui est sortie il y a un jour ou deux. Si tu mets un prix maximum à quelque chose,
que ce soit un loyer ou une mode de beurre, ça veut dire que tu estimes que le prix du marché est trop élevé. C'est ça, ouais. Admettons que ce prix ait été librement établi par les interactions entre les gens, ça dénote qu'il y a un besoin sur ce produit-là. Si tu mets un prix plafond, eh ben, les gens vont arrêter de produire, les producteurs ne vont pas vendre à perte. Et ceux qui trouvent que même s'ils ne vendent pas à perte, le profit n'est plus assez intéressant, ne vont pas se fatiguer à produire pour si peu. Donc ça va créer des pénuries. Donc la façon de répondre aux pénuries par ce genre de procédé politique, c'est d'aggraver le cas. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle 4000 ans de blocage des prix, de contrôle des prix. C'est 40 Centuries of Price Control, c'est un livre en anglais que je recommande à tout le monde. Ça veut dire que depuis 40 siècles, c'est ce que documente ce livre-là. 40 siècles, ouais. Depuis 40 siècles, les gouvernements de tous les pays de la planète ont procédé à ce stratagème de contrôle des prix pour lutter contre l'inflation que eux-mêmes provoquent en ruinant leur propre monnaie, en dévaluant la monnaie, en la rendant complètement inopérante. Et pour lutter contre l'envol des prix, ils ont décidé de contrôler justement les prix des denrées, et des logements, etc. Depuis 40 siècles, on fait ça. Et depuis 40 siècles, ça échoue systématiquement, et ce, en accord complet avec la théorie de l'école d'économie autrichienne. Bah, c'est logique, hein, c'est sûr. Hein. Donc, c'est inéluctable. Donc là, s'ils veulent contrôler les prix pour satisfaire une clientèle, effectivement, tu auras les premières personnes qui vont pouvoir acheter ces trucs-là, vont avoir ça au prix finalement rabaissé parce qu'il y a encore des produits sur le marché, puis après, c'est fini, quoi. Après, c'est fini. C'est la crise du logement dans des pays comme la France, ou même ça commence à se pointer au Canada, c'est dû au fait qu'il y a des zonages, des permis de construire et un tas de législations qui empêchent les gens de construire ce qu'ils veulent en fonction de la demande du marché. Et bloquer les prix, ben, c'est juste décourager ces entrepreneurs de continuer à construire. Et les gens qui ont des logements à louer, qui sont propriétaires, ils vont arrêter avec les normes de qui louer. arrivent écologiques, là en plus, si tu Ouais. n'as pas fait les réparations qui s'imposent, tu peux plus vendre ton loyer, même le louer, même, je crois. Bon, en tout cas, on n'a pas vraiment parlé du néolibéralisme, là, puisque c'était le sujet de la vidéo que tu nous montres. Mais ces gens-là ont raison sur un fait, c'est que, je parle de ces gens-là, c'est ceux qui utilisent le terme néolibéralisme, c'est que c'est une abomination si on la comprend comme étant l'arrimage de l'État et du marché. Parce que je suppose que ces gens-là sont en plein dans la dénonciation des grosses entreprises. Ouais. Les grosses entreprises sont quasiment tout le temps soit pieds et poings liés, soit carrément complices de l'État pour leur business. En Si ce on moment, appelle ça je suis en train de Pardon. lire ça, je ne sais pas si tu connais. Je le vois pas très bien, mais dis-moi le titre. C'est La nouvelle économie industrielle d'Henri Lepage. Ah non, je l'ai pas lu celui-là. Il en parle, François René, dans son bouquin. Et c'est vrai qu'il montre à quel point l'État aide la concentration, a aidé à la concentration des entreprises, le fait qu'elles ne fassent pas faillite. Je trouve ça vachement intéressant, justement, parce que c'est une belle démonstration de ça. Parce que là, par exemple, dans cette vidéo de M. Kaila, on voit qu'il y a M. Hayek et M. Friedman. Je ne connais pas le troisième, là. Ken, je ne sais pas qui c'est. Ouais, je ne sais pas qui c'est. S'il cite ces gens-là, je pourrais être d'accord avec lui, parce que Hayek comme Friedman était favorable d'un État minimal qui conserverait quand même le monopole de la monnaie. Aucun des deux n'est favorable à un marché libre de la monnaie, et tout commence par là. Donc si on veut dire que le néolibéralisme, c'est du capitalisme de connivence, c'est-à-dire du corporatisme, du mercantilisme, il y a plein de termes un peu équivalents pour désigner ce genre d'association entre le marché et l'État. Ouais, effectivement, c'est dégueulasse, il faut le supprimer, mais dans ce cas-là, il ne faut pas augmenter la taille de l'État, c'est-à-dire augmenter son pouvoir de nuisance sur l'économie, et abolir le marché. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut abolir l'État et laisser le marché libre. Ouais, c'est un grand projet, hein, parce qu'il y a peu de gens qui sont d'accord. Hein. D'ailleurs, ce qui m'amuse aussi, c'est un petit peu un cliché, mais je vais quand même le dire, c'est qu'il n'y a personne
de nos jours qui se réclament du néolibéralisme. Hein. C'est un colibé, en fait. Non, ouais. Tu trouveras aucun économiste, aucun philosophe, aucune personne un peu sensée, même aucune personne insensée d'ailleurs, qui va dire « Ah, moi, je suis néolibéral ». Ça n'existe pas. Non, c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un se dire néolibéralisme, d'ailleurs, d'appartenir à la doctrine ou à la théorie néolibérale. On cite souvent Foucault, on cite le colloque Lippmann notamment aussi. Le colloque Lippmann, c'est arrivé une fois. Ils ont inventé ce terme néolibéralisme à ce moment-là. Et il n'y a personne de sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient sensibles et adhérents à l'école d'économie autrichienne qui trouvent que le colloque Lippmann était quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de mouvement néolibéraux, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de groupe. Pas à ma connaissance. Ok. C'est vrai qu'on l'emploie tellement souvent, ce mot, qu'on a l'impression qu'il y a une existence factuelle. C'est une insulte, hein. En fait, c'est un terme péjoratif. C'est une insulte, mais moi, je me revendiquerais, je ne sais pas, libertarien, anarcho-capitaliste ou libéral tout court. Mais la confusion avec le terme libéral, c'est qu'on va te confondre éventuellement avec les gauchistes américains ou les gauchistes de Trudeau. Ouais. Mais sans ça, ou même on va te prendre pour un suppôt d'Alain Madelin ou de Nicolas Sarkozy, qui sont juste des socialistes de droite. Donc, je préfère pas, moi, personnellement, employer le mot libéral, sauf entre personnes qui savent de quoi on parle. Ouais, comme mais vous un faites dîner avec de famille Stéphane. avec mon beau-frère, je vais pas dire que je suis libéral, je vais dire que je suis anarcho-capitaliste ou un truc comme ça, quoi, ou volontariste ou agoriste ou je sais pas quoi. Ouais, parce que c'est vrai en tout cas, néolibéral, jamais. On s'en sert juste pour insulter. Les seules personnes qui utilisent ce terme, c'est les gauchistes et les journalistes, c'est-à-dire les mêmes. Ouais, parce que finalement, entre néolibéraux et libéraux, politiquement parlant, ça n'a pas beaucoup de différence. C'est la même chose. C'est des libéraux qui sont pour la politique, donc ils ne sont pas libéraux. Mais ouais, voilà. C'est vrai que moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis les libéraux qu'on appelle libéraux, ils ne sont pas libéraux. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, il faut démonter ça, quoi. Puis tous les partis qui utilisent le terme libéral dans leur acronyme, comme le Parti libéral fédéral au Canada ou le Parti libéral au Québec, où je réside, ce sont des socialistes comme les autres. Il y a aucune. Quand je dis comme les autres, c'est comme les partis qui se déclarent ouvertement socialistes ou communistes. Il y a zéro différence. Oui, c'est pour ça que le terme libéral, il a vraiment été pollué par la gauche. Donc, c'est vrai que dans des conversations avec des gens comme ça, là, il vaut mieux employer d'autres termes. Ouais. C'est vrai que moi, je ne l'emploie pas non plus. Enfin, je l'emploie pour dire que c'est pas ce qu'on dit qu'il est, mais. Alors, je te propose un thème sur. Maintenant, on peut finir avec celui-là. Parce que bon, je voulais regarder la fin de la conclusion, mais finalement, il n'y a pas besoin parce que. Il redit plus ou moins ce qu'il a dit en 20 secondes. Il le redit, en fait, il le répète. Est-ce que tu vois le partage écran là? Tu vois quoi là? Je vois Bernard Friot. Ouais, voilà. Ok. Le pauvre. Pourquoi? C'est lui qui est pour justement l'expropriation. Ouais, c'est ça, le pauvre. Être déficient mental toute sa vie, c'est quand même triste. Je fais un truc sur le salaire communiste. Parce que dire le mot bénévole, c'est un mot totalement piégé. Ben oui, je ne suis pas payé pour ce que je fais. Mais heureusement que je ne suis pas payé pour ce que je fais. C'est précisément le caractère communiste du salaire. On n'est pas payé pour ce que l'on fait. Donc, ces prétendus bénévoles ne le sont pas du tout. Ils sont payés, évidemment, et souvent beaucoup mieux que les salariés des associations dans lesquelles ils sont. Ce qui crée encore vous voyez, tu vois, l'impossibilité de faire de ces retraités qui sont enfin payés pour le travail libre, le modèle. Bon, je vais arrêter là parce qu'après, il dit plus ou moins la même chose sur plusieurs formes. Bon, il répète toujours la même idée, c'est que on mérite un salaire à partir du moment où on est, quoi. Et il n'y a pas de compétences à avoir pour mériter un salaire, il n'y a pas de construction à faire, il n'y a pas de service à rendre, il n'y a rien à produire. On peut rester passif toute sa vie, toute la journée et être payé quand même, et être nourri, et être logé, et être les jouissances que peut offrir la vie, quoi. C'est un peu ça ce qu'il veut. Tout le monde peut se divertir, tout le monde peut avoir tout sans forcément le mériter par son travail. Le retour du jardin d'Éden, de la corne d'abondance. Oui, d'abondance. c'est ça, oui.
Je voulais dire ça, mais j'avais peur, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment le côté un petit peu C'est pas paradisiaque. caricatural, c'est juste une paraphrase de ce qu'il vient de dire. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais toi, tu le vois Et moi, comme ça, mais je peux dire que tu le dis à quelqu'un d'autre. J'adorerais, mais qu'il le fasse. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche de se réunir avec un tas de gens et de vivre comme ça? Rien. Bah si, toi. Pourquoi? Bah, parce que tu veux pas qu'il te pique des trucs. Non, mais s'ils veulent vivre sans travailler, c'est-à-dire, ou disons, sans que leur revenu soit corrélé à la production de quelque chose, parce que c'est ce qu'il dit, bah, qu'ils le fassent. Rien ne l'empêche, les gens qui ont ces idées-là, de se regrouper entre eux et d'organiser des réseaux, des coopératives, tout ce que tu veux, où ils restent assis sur leur pouce toute la journée et puis ils attendent que ça vienne, quoi. Je vois pas ce qui les empêche. Non, c'est vrai, mais eux, ils veulent faire ça pour la France, quoi, entière, je pense. Ah bah oui, parce qu'ils savent très bien que si eux restent assis sur leur pouce, sur leur canapé bleu, il faut que d'autres personnes produisent pour leur apporter, ding-dong, voilà ton manger, quoi. Après, ce qu'ils disent, c'est que les gens aiment faire des trucs et qu'il n'y a pas que l'aiguillon de la faim ou le fait de recevoir de l'argent pour son travail qui motive à l'individu à agir, quoi. Ça, c'est vrai, parce que toi et moi, par exemple, là, on n'est pas payé pour faire cette vidéo, on le fait par plaisir ou par intérêt, mais voilà, quoi. Donc, effectivement, on fait plein de choses sans attendre de rétribution financière. On a une rétribution morale, psychologique. On fait quand même ça parce qu'on y trouve un intérêt. Bon, très bien. Maintenant qu'ils le fassent, leur façon de vivre. D'ailleurs, en tant que libertarien, nous, on n'interdit pas de le faire. Hein. Ah ben c'est ce que je viens de... Ouais, c'est exactement ce que je dis, quoi. Moi, j'ai aucun problème avec ce genre d'attitude, là. Sauf que maintenant, s'il sort un flingue pour venir chez toi et chez moi pour nous piquer la moitié de notre salaire pour qu'il puisse le faire, là, il y a un problème. Il va falloir qu'il justifie l'agression. Justifier l'agression, c'est un oxymore. Mais il va falloir quand même qu'il s'y colle, justement, de résoudre cet oxymore-là. C'est comme s'il me parlait d'un célibataire marié, là. Moi, je veux bien, mais explique-moi comment ça marche, quoi. Voilà, il va justifier par le fait qu'il y a une injustice et que tu as trop et que tu dois donner. C'est un peu toujours pareil, quoi. Ah non, ça, c'est pas une justification, c'est une explication. Une justification, c'est expliquer en quoi c'est juste. Donc, dans ce sens-là. Si tu m'expliques que tu veux me voler parce que tu n'as pas assez et que moi j'ai trop, je comprends très bien la logique de la démarche. Mais tu ne m'as pas justifié la démarche. Tu ne m'as pas expliqué en quoi ça respecte le droit. Et là, il faut que tu arrives pour justifier, il faut que tu arrives à expliquer en quoi ton action qui consiste à soustraire de force des ressources à quelqu'un ne viole pas son droit de propriété, de bien acquis légitimement. Si toi, tu gagnes ton salaire de 10 000 et qu'il arrive avec un flingue pour te prendre 5 000, bon, très bien, je comprends pourquoi il le fait. Il m'explique pourquoi il le fait, parce qu'il veut les 5 000 pour lui et pour ses amis. Bon, très bien, j'ai compris ça. Maintenant, il faut que tu me dises en quoi l'action d'arriver chez moi avec ton flingue pour me prendre les 5 000, c'est légitime. En quoi ça ne viole pas mon droit et en quoi c'est ton droit de le faire. Ça, il faut qu'il arrive à fournir cette explication-là. Eh ben, je lui souhaite bonne chance. Voilà, moi aussi. Et s'il y arrive, il a sûrement une douzaine de prix Nobel qui l'attendent. C'est toujours rigolo, ces espèces de caricatures de gauchistes, mais je vois qu'ils ont quand même pignon sur rue. C'est très effrayant. Bernard Friot, il est énormément écouté, hein. Je ne l'ai pas mis pour rien. Hein. Ouais, c'est l'idole d'un autre qui s'appelle Frédéric Lordon, que j'adore aussi. Ouais, Frédéric Lordon, mais lui, il parle plus de philo que d'économie maintenant. Non, il n'y arrive pas. Je veux dire, il parle quand même d'économie, même quand il parle de philo. Bah parce que, par exemple, dans la troisième vidéo sur ta liste, là, avec Piketty, là, j'en ai écouté plusieurs bouts, même je crois que j'ai tout entendu en une vingtaine de sessions de 5 à 10 minutes. Il essaye de faire le philosophe, mais c'est toujours pour justifier son marxisme-léninisme de cannibale. Donc, il y a toujours une arrière-pensée politique et économique dans son truc. Là. Il veut toujours essayer justement de trouver des justifications à des phénomènes et des actions qui ne peuvent pas en avoir, comme le vol et l'extorsion. Il va toujours utiliser les mots à mauvais escient, il va toujours utiliser des mots comme injustice pour décrire des situations qui ne relèvent pas de l'injustice. Le fait de ne pas être égal... Ouais, c'est ça le problème. Hein. C'est pas une injustice, quoi.
Ça, c'est dur à expliquer. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a longtemps, d'ailleurs, j'étais encore communiste quand je l'ai faite. Mais la différence entre inégalité et injustice, c'est que souvent, les gens confondaient les deux. Et ils passaient de l'un à l'autre sans s'en apercevoir, en fait. C'est très facile de passer de l'un à l'autre sans s'en apercevoir, quoi. De passer de l'inégalité, effectivement, deux situations différentes. Et ensuite, tu passes à injustice, le fait que c'est injuste, donc que l'autre doit réparer quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais vu et qui n'y a rien fait d'ailleurs, il lui a rien fait du tout à cette personne-là, mais il doit quand même réparer quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça ça m'a toujours interloqué cet aspect-là, tu vois. Je pense que ça vient d'une hypnose, pour employer un terme bascarien, qui nous est, comment dire, qui nous est implanté dans le crâne depuis la naissance, parce que dès qu'on a 2-3 ans, on est foutu dans un système scolaire qui est phagocyté par l'État, où ce discours est permanent. Ensuite, on a accès à des médias, du divertissement et de la pseudo-école, où le même message est martelé sans cesse. Tout ça étant résumé par la devise française liberté, égalité, fraternité, qui devrait faire quand même sonner les cloches, enfin qui devrait allumer des drapeaux dans la tête des gens, parce que c'est quand même un slogan un peu ridicule. D'ailleurs, Stéphane Gère, qui intervient extrêmement souvent sur la chaîne que j'anime sur YouTube, a un remplacement pour cette devise que j'adore, qui est liberté, inégalité, concurrence. C'est ça qui devrait être la devise d'un pays civilisé, parce que la liberté, c'est la base de tout. L'inégalité, c'est la nature des choses et ça relève uniquement de l'action de chacun. Comme le disent souvent des gens pour faire des comparaisons, si moi ce matin je décide de rester tranquille chez moi, regarder la télé pendant que toi tu vas travailler 12 heures, bah, à la fin de la journée, il y a des chances que tu sois plus riche que moi, mais c'est le fruit de nos choix. Donc il n'y a pas bien sûr. il y a pas à égaliser entre les deux, quoi. C'est liberté, inégalité parce que ça dépend de la liberté, et concurrence, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas un élan d'aide volontaire et puis altruiste, mais la concurrence va aider à faire en sorte que cette aide soit optimale, parce que la fraternité qu'on nous propose de façon coercitive par le biais de la redistribution politique, c'est l'inverse en fait de la fraternité réelle et authentique. Bah, la fraternité obligatoire, je vois pas en quoi c'est de la fraternité, c'est toujours C'est pareil. ça. Voilà. Donc la concurrence, en revanche, ça oblige les gens à faire mieux, toujours mieux, et c'est grâce à ça qu'on vit de mieux en mieux d'ailleurs, c'est qu'on est plus productif, on a des technologies qui avancent et des gens qui se mettent en quatre pour mieux servir leurs prochains par le biais du commerce. Et ben, c'est exactement le même principe qui va régir les interactions charitables et altruistes. Il y a vraiment un souci que j'ai avec Libertarien, c'est qu'il y a tellement de prérequis à expliquer avant que la personne comprenne de quoi tu es en train de parler, que c'est très compliqué, je trouve. Je me heurte à des murs d'incompréhension de ce que je suis en train de dire. Bah, disons qu'il faut séparer les sujets toujours quelle que soit la conversation, il faut commencer par le droit naturel, c'est-à-dire que quand on dit telle situation me plaît pas, d'accord, et je propose ça comme solution. Ok. Déjà, premièrement, le mot solution est à mettre entre guillemets parce qu'il n'y a jamais de solution. Il y a toujours des compromis à faire, mais une solution ultime, ça n'existe pas. Donc, quand tu proposes une façon de faire pour alléger une souffrance, par exemple, la première question à se poser, c'est pas comment on fait, est-ce que ça va marcher, c'est est-ce que tu as le droit de le faire. Et après, une fois que tu as réglé ce problème-là, quelle est la meilleure solution d'un point de vue pratique et économique pour y arriver? Du point de vue de l'individu. Bah ouais, ou dans n'importe quelle situation. En fait, je veux dire, même si tu es une entreprise et que tu veux, je sais pas moi, lancer un produit ou tu es une œuvre de charité, tu veux aider des gens, tu sais, les Restos du Cœur, par exemple, quand ils font ça, ils le font sur une base volontaire. Et je vais faire fi pour le besoin de la conversation du fait qu'ils sont peut-être subventionnés, etc. Mais admettons qu'ils opèrent vraiment de façon indépendante, ils vont voir des donateurs qui sont des commerces ou des particuliers qui vont leur donner de la bouffe, qui vont leur donner de l'argent, etc., pour qu'ils puissent opérer. Et après, ils vont donner ça à des gens qui viennent les voir, et c'est eux qui décident s'ils leur donnent à manger ou pas. Et tout ça se fait de façon volontaire. Si à côté de ça, il y a une autre association qui fait un peu le même genre de truc, et qui va décider aussi d'ouvrir des comptoirs de bouffe pour aider les gens qui sont dans la misère, eh ben, les donateurs
comme les clients, on va les appeler, ou les usagers de ces services-là, ils vont avoir 2 offres en concurrence qu'ils vont faire dans la charité et va se dessiner celle des 2 qui marche le mieux. C'est-à-dire que s'il y a des queues de 1h30 au Resto du Cœur numéro 1 et des queues de 20 minutes au Resto du Cœur numéro 2, les gens vont commencer à aller au Resto du Cœur numéro 2. Pareil si la bouffe est de meilleure qualité chez l'un ou chez l'autre. Et pour les donateurs, ils vont aussi faire leurs évaluations, dire ah, le premier Resto du Cœur, je vois qu'ils s'en sortent pas très bien, puis c'est un peu du gâchis, puis en plus, je sais pas, le président il part en vacances aux Bahamas avec mon pognon, ça me plaît pas trop. Je vais plutôt donner au deuxième Resto du Cœur qui, lui, a l'air plus rigoureux sur son budget et qui fait un travail plus sérieux. C'est pour ça que la concurrence dans la charité, c'est aussi important que dans le commerce et dans l'économie de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va optimiser la charité, la fraternité et tout ça par le biais de la concurrence et non pas par le marteau de l'État qui va imposer des normes et des trucs comme ça, quoi. Mais rien que cette idée-là de mettre la concurrence dans la charité, pour beaucoup de personnes, c'est absolument inentendable. Parce que tu sais, la concurrence, c'est très connoté, même encore pour moi aujourd'hui, quand j'entends concurrence, ça me fait un truc négatif un peu, tu vois, à l'intérieur, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, la concurrence, ça agresse la personne directement. Ben oui, mais je ne sais pas quel autre terme tu voudrais employer, rivalité ou... Non, je sais mais pas. je pense qu'il y a Mais un quand je dis travail à faire sur concurrence, ça ne veut pas dire qu'entre 2 œuvres de charité, il y en a une qui va bouffer l'autre pour la faire Voilà. disparaître. Tu vois, il y a ce côté-là dans... C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, vu que c'est de rendre service, si la première œuvre de charité semble se débrouiller moyennement bien et que des gens se disent on peut faire mieux que ça, c'est pas pour nuire à l'œuvre de charité, mais c'est pour vraiment aider les gens qui en ont besoin. Donc c'est positif. Non, Si ça finit par faire disparaître la première œuvre de charité, ben, ainsi soit-il, c'est dommage, mais ça veut dire qu'ils ont mal utilisé leurs ressources et qu'il y a d'autres gens qui peuvent mieux le faire à leur place. Donc tout le monde y gagne si les premiers disparaissent au profit des seconds. C'est comme une faillite dans l'industrie ou dans le commerce. Si un restaurant fait faillite parce qu'il y a un concurrent qui fait mieux que lui, ça prouve que le premier restaurant, celui qui a fait faillite, utilisait mal ses ressources, son local, ses cuistots, la nourriture qu'il achetait pour faire ses plats, et que les gens ont préféré celui d'à côté. Et donc, tant mieux, entre guillemets, s'il a fait faillite, parce que ça veut dire que les ressources vont pouvoir être utilisées à meilleur escient après, quoi. L'information, tout ça, bien sûr. Exactement. Maintenant, si tu établis un système coercitif où on va subventionner tout le monde pour qu'il fasse jamais faillite, là, c'est l'autoroute au gaspillage, parce qu'il n'y a plus personne n'a vraiment de besoin, n'a besoin de faire attention à ce qu'il fait, parce qu'il sait qu'il a un parachute. Ouais. Donc, c'est pas grave si je travaille à perte, si j'ai pas de clients, si je fais de la mauvaise qualité. De toute façon, j'ai mon chèque de soutien Covid ou je sais pas quoi qui va tomber. Donc, je vais pouvoir continuer à gaspiller, quoi. C'est pas grave. Alors que quand c'est tes propres deniers qui sont en jeu, quand c'est tes propres ressources que tu risques, pour revenir d'ailleurs à la vidéo de tout à l'heure sur le risque des entrepreneurs, tu fais quand même plus attention. Oui, bah ça c'est sûr, hein, on le voit bien avec les biens publics et les biens privés, les gens prennent bien plus soin de ce qui leur appartient, quoi. Ah ouais, c'est ça. À part si tu crées une culture comme le Japon ou la Corée qui est très traditionnelle et vraiment où tu as des règles très strictes dès le départ, où on apprend aux enfants à respecter toutes les règles. Mais c'est tellement des hypnoses sur des hypnoses dans des hypnoses que bon. Ouais, Compliqué, mais même ces sociétés-là n'échappent pas aux lois de l'économie, c'est-à-dire que même dans un cadre comme ça, il y a encore de la latitude pour faire mieux, même si par exemple les gens refusent le gaspillage. C'est pas forcément du je m'en foutisme quand les gens gaspillent, c'est simplement que si tu n'as pas l'incitation économique à le faire, en tendance, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais c'est juste que tu n'as pas la même exigence personnelle sur ce que tu fais. Chacun a ses limites. C'est-à-dire que si tu peux travailler 40 heures au lieu d'en travailler 50, tu vas faire 40 heures parce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vas bien essayer sûr. de minimiser ton investissement personnel pour maintenir ton revenu en quelque sorte. Donc si tu as une part du revenu qui vient de l'extérieur ou qui vient d'une règle de société, comme tu le mentionnes au Japon, quelqu'un peut faire mieux que toi quand même. T'es pas à Ouais. l'abri, t'es pas à l'abri des lois de l'économie, du jeu de la Ah non, concurrence, non, etc. jamais, non, non. Non, non, à part si tu garantis un salaire à tous comme veut le faire Frio, où là, effectivement, quoi que tu Alors, fasses. tiens, si tu veux finir là-dessus, j'ai une anecdote assez amusante. Je suis assez vieux pour avoir mis les pieds en Allemagne de l'Est, Ouais. puisque le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 89. Moi, j'y étais dans l'année avant ça.
au printemps 89, donc on n'avait aucune idée que ça allait se péter la gueule. Et une soirée à Berlin-Est, on va au restaurant, un grand restaurant qui avait l'air très classe, avec des lustres, des tables bien mises, etc., avec des gens qui t'accueillent à l'entrée en livrée, etc., très très classe, quoi. Le restaurant immense, la salle vide. On s'approche et le maître d'hôtel nous demande est-ce que vous avez réservé? On me dit bah non, on est touriste. Ah, dit, ah, désolé, c'est complet. Voilà, fin de l'histoire. Le restaurant était littéralement vide et personne n'allait venir manger. Mais comme le restaurant était forcément, comme n'importe quel commerce d'Allemagne de l'Est, une opération d'État, avec des employés payés par l'État, c'est-à-dire en dépit de tout succès ou échec de l'entreprise, enfin qui n'était pas une entreprise finalement, l'intérêt de ces gens-là, ce n'était pas de travailler. Moi, à leur place, j'aurais sans doute fait la même chose, à moins que tu aies vraiment un très haut niveau d'estime personnelle et d'éthique, tu vois, où tu n'as pas envie d'usurper le salaire de l'État, mais je pense qu'à la longue, ça se s'érode, ce sentiment-là, tu vois. Et donc, ces gens-là ont préféré ne rien faire parce que c'était moins fatigant et de discuter en buvant des coups entre eux à la cuisine ou en, je sais pas, en bouquinant ou en lisant ou en écoutant de la musique que de servir des clients. Ouais, pour le même c'est prix. compréhensible. Hein, Parce que dans les deux cas, ils sont payés la même chose. Hein. Dans les deux cas, qu'ils fassent rien ou qu'ils servent les clients, ils sont payés. Pourquoi là, se fatiguer? Par exemple, la Frio, justement, il a instauré une différence, c'est que lui, il fait des salaires différents en fonction de si tu travailles et où tu travailles. Tu as des grades de qualification, donc je crois c'est 1 800 € net dès la naissance ou un truc comme ça, ou à 18 ans, enfin je sais pas, je crois que c'est à 18 ans. Et ensuite, si tu travailles, c'est 2500, mettons, je dis au hasard. Et si tu montes en qualification, c'est 3500 jusqu'au maximum 4500, je crois. Parce qu'il dit qu'au-delà, on emmerde le monde. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de motiver les gens et de se servir de cette motivation-là, justement, à travailler en gagnant plus. Voilà, c'est ce qui a donc en fait, dans le système. Il va quand même garder un certain esprit capitaliste et de... D'ailleurs, on lui reproche. Hein. Il y a certains autres okay. communistes qui lui reprochent. Ouais, d'accord. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est vraiment des infirmes intellectuels. Là, c'est comme John Rawls, là, qui avait écrit tout un bouquin sur un peu sur le même thème, qui voulait justement écraser les différences de salaire. Il ne voulait pas que les plus riches soient beaucoup plus riches que les plus pauvres, exactement pour les mêmes raisons que Frio. Okay. D'ailleurs, John Rawls passe pour un pape du libéralisme. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ces gens-là n'ont absolument aucune colonne vertébrale, ni épistémologique, ni philosophique, ni morale d'ailleurs. Donc, tu vas fort là. Non, mais c'est vrai, ils n'ont aucune éthique, ils n'ont aucune morale et surtout, ils n'ont aucune base de réflexion rationnelle, je veux dire. Ils n'expriment en fait que des émotions qu'ils mettent en scène dans des jolies phrases. C'est ce que je dis souvent, ouais. C'est juste de l'émotionnel, tout ça. Moi, j'appelle ça des émotions transformées en concept. Ouais, bah c'est ça, exactement. C'est une très bonne façon de phraser la chose. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais parce qu'en fait, moi j'ai du mal à expliquer ça avec mes amis des fois, parce que c'est vrai que ça demande ça demande de se détacher de plein d'hypnose, pourrait dire Bhaskar. Et c'est pas facile. Hein. Non, je dis pas que c'est facile, mais quand tu es face à des gens comme ça qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de raisonnement et qui sont encore sous l'emprise de ces discours très génériques, en tout cas, moi, ma méthode personnelle, c'est toujours de revenir à une situation extrêmement simpliste qui est Robinson Crusoe. C'est un grand classique et ça fait peut-être très cliché, mais tant pis, c'est très simple. Tu es tout seul sur ton île, t'expliques comment ça se passe, et après arrive une personne qui s'appelle Vendredi, et puis t'expliques comment ça se passe, et tu leur demandes, mais et par petites étapes, tu poses les principes dans des situations simples, sachant que ces principes sont également valables dans la vie complexe dans laquelle on est. Et quand Vendredi arrive sur l'île avec Robinson, il faut demander, qu'est-ce que doit Robinson à Vendredi ou vice-versa, en vertu de quoi il y en a un qui peut obliger l'autre à lui donner des trucs de façon forcée, je veux dire, qu'il s'entraide volontairement très bien. Mais tu vois ce genre de truc. Ou alors tu leur expliques, ben voilà, on fait une croisière, je sais pas, vous êtes 5 à table, tu dis voilà, on est tous les 5 sur un bateau, on s'échoue sur une île. Maintenant, qui a le droit de commander les autres, par exemple? Est-ce que la quantité, on vote à main levée? Est-ce que ça autorise les autres à me martyriser?
si je suis tout seul dans mon coin. Tu sais, des trucs comme ça. Il faut en Ouais, c'est arriver pas à mal des celui-là, discours de ouais. niveau maternel. Moi, le truc que j'emploie le plus, c'est je dis que c'est l'extension des relations privées. Et je trouve que ça marche bien parce qu'en fait, les gens se comportent, c'est ce que j'avais dit la dernière fois dans la vidéo, les gens se comportent pas du tout comme ils autorisent l'État à se comporter Ah, ça c'est vrai dans leur aussi, ouais. quotidien, tu vois. Donc je dis, pour moi, Mhm. c'est l'extension des relations privées, quoi. Parce que les Exactement. gens s'autorisent pas dans leurs relations privées, ils l'autorisent à l'État, envers eux et envers les autres. Mhm. Et aussi, ils participent en votant. C'est ça. Et Ils sont ça, je complices. trouve le décalage assez impressionnant, tu vois. Mais ça, c'est un très bon point, parce qu'effectivement, quand on s'appelle entre nous pour faire une bouffe ou pour aller voir un concert ou je sais pas quoi, il est très rare que quelqu'un dise, bon, bah, si lui, il vient pas, on va le fouetter, ou chacun doit payer à l'autre. Enfin, tu sais, Ouais. personne va trouver ça normal qu'on emploie la force dans une situation de la vie de tous les jours. Non, non. Donc ton point est Non, pour eux, excellent, c'est. effectivement. Ouais. Et c'est toujours. En fait, ils ont une notion de la justice qui est par rapport à la morale. Ça, le souci, c'est que c'est pas par rapport au droit. Donc, en fait, ils légitiment facilement, ils font un lien direct entre une égalité, injustice, morale, donc réparation. C'est vrai. Et ça, pour le débunker, je trouve ça assez. Enfin, le débunker intellectuellement, je trouve ça facile. Je pense que je viens de le faire là, à l'instant. Mais par contre, pour qu'ils comprennent et que ça fasse baisser leur tension interne et que leur système limbique s'abaisse et se tranquillise, et pour que l'intellect reprenne le dessus et comprenne, et du coup, ensuite que ça descende dans le corps et dans l'émotion, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, sinon on ne Ouais, pourrait pas accepter, hiérarchiser. Toute la hiérarchisation du monde se fait par justement les émotions. Si tu n'as pas d'émotion, tu sais pas faire de plan, par exemple. Tu sais pas ouais, bien sûr. planifier ta journée. Ouais. C'est ce qui permet de mettre les choses en avant. Et donc, Mhm. du coup, tu as des mots, des idées qui sont affectées et qui te mettent plus ou moins en tension. Et je pense que ça en fait partie. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit là, met en tension pas mal de gens, tu vois. T'as raison. Il faut pas non plus oublier qu'il y a des gens qui seront étanches à tout jamais, hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Il y a des gens avec qui tu ne pourras jamais percer, j'en connais plusieurs. C'est toujours soit intéressant, soit divertissant de discuter avec, sachant que bah, de toute façon, c'est juste pour passer le temps, mais que ça n'aboutira pas à une compréhension quelconque. Parce qu'il y a aussi le fait que, pour la plupart du monde, tout ça, c'est une question d'opinion. Ouais. À la C'est vrai que base, ça. il y a Ouais. très peu de gens qui sont sensibles au fait que Ah. ce qu'on raconte en tant que libertarien, c'est aussi objectif et incontournable qu'un théorème de maths. Ouais, ça je l'ai dit. Il m'a dit, t'es encore plus idéologisé que je pensais. Il m'a dit. Je lui ai Ouais, dit non, mais ça, exactement ce que je t'ai dit. c'est tout à fait la réponse habituelle, c'est la réponse qu'on a tous, mais tant qu'il n'y a pas le déclic qui permet de comprendre pourquoi ce que je viens de dire reflète effectivement la réalité, en tout cas dans le monde des êtres humains, hein, je ne vais pas parler pour les dimensions extérieures à l'univers si on veut faire de la grande métaphysique, On laisse ça à mais de la Bastière. façon dont on vit, dont on est conçu avec notre libre arbitre, etc., le principe de non-agression, qui est la base de toute notre philosophie libertarienne, il est implicite dans tout ce qu'on fait en tant qu'être humain civilisé. Donc, tout le reste en découle. Bon, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Je te remercie pour cette intéressante conversation. Je te remercie et je te dis à une prochaine fois pour un MLN 3. Ça Je sais pas marche. quand. À bientôt. Plus. Ouais.